Bonsoir. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh. Oh. Allez, c'est pas difficile. Allez, c'est pas difficile, c'est pas difficile. Dis-le-moi que je vais y arriver. Dis-le-moi. Oui, tu vas y arriver, oui. Ah, c'est gênant. Alors vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui est en train de se passer? Oui, c'est tout à fait légitime. Alors démarrer une chaîne YouTube en 2020, c'est pas facile. C'est vrai ça, du coup il y a le stress comme ça, on sait pas qui je suis, pourquoi je suis là, qui vous êtes. Là vous êtes une caméra, enchanté. Enchanté caméra, enchanté. Oh, comme je le disais, démarrer une chaîne YouTube c'est un petit peu à mon sens comme raconter une histoire. C'est vrai, le plus dur c'est le début, la fin, et puis ce qu'il y a au milieu, ça coule tout seul. Attendez, mais justement, puisqu'on parle d'histoire. Transition géniale! On va parler un peu de ça, raconter des histoires. Bon alors vous allez me dire, tout le monde sait raconter des histoires, c'est vrai. On le fait tous les jours, que ce soit pour raconter une anecdote qui s'est vraiment produite, ou alors quelque chose de fictif, un rêve, n'importe quoi. Tout le monde sait faire ça. Mais quand arrive le moment de raconter une bonne histoire, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais déjà, sachez que c'est un métier, raconter des histoires. Un métier vieux comme le monde. Alors je vous vois venir là, non, pas ce métier-là, non, c'est un autre. L'histoire, j'entends par là l'histoire avec un grand H, de raconter des histoires avec un petit H, ça ne date pas d'hier. Déjà, sur les murs des grottes préhistoriques, les premiers hommes avaient ressenti le besoin d'immortaliser des histoires via l'art pictural. Puis tout cela a suivi peu à peu son cours, en passant par l'Antiquité avec le théâtre grec et sa mythologie foisonnante, les troubadours médiévaux et leurs légendes que l'on raconte encore aujourd'hui aux enfants, les poètes des Lumières qui ont fixé des bases encore étudiées de nos jours, et bien d'autres auteurs, réalisateurs, scénaristes, tellement nombreux qu'il serait impossible de tous les énumérer dans une seule vidéo. Sans oublier la multiplication progressive des supports pour ces mêmes histoires. Tout cela a contribué très fortement à l'évolution de ce que l'on appelle la narration. Au début, c'était l'oral qui était le principal vecteur pour pouvoir raconter des histoires. Puis après sont venus les livres avec l'invention de l'imprimerie, suivi par le cinéma bien des siècles plus tard. Et ce dernier d'ailleurs a été suivi de près par les jeux vidéo, qui est d'ailleurs un milieu qui n'a de cesse de se réinventer en termes de narration. Et je ne pouvais évidemment pas parler de tout ça sans parler d'un milieu que j'affectionne tout particulièrement, celui des jeux de rôle. Mais on y reviendra plus tard. Tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron. Tu vois? Un bon tiers de piquant. Tu vois? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà. Et ça fait 4 tiers, hein. Et alors? Alors laissez-moi vous dire une chose. D'entrée de jeu, nous ne sommes pas en cuisine. Calmez-vous là. J'ai beaucoup de respect pour les cuisiniers. Hein. Je vous vois arriver comme ça là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne suffit pas simplement d'aligner les ingrédients comme ça pour faire une bonne histoire. Ce serait un petit peu trop simple. Alors en effet, on pourrait directement se concentrer sur des mots compliqués comme climax, progression dramatique ou encore dénouement. Certes, ce sont des termes importants dans la mise en place de la structure de votre histoire. Mais le problème, c'est qu'ils englobent des concepts si vastes et théoriques que cela est compliqué de ne pas s'en mêler les pinceaux lorsque l'on souhaite débuter comme auteur. Et si vous y accordez trop d'importance, vous n'aurez hélas que l'illusion de tisser une histoire organique d'une manière scrupuleusement mécanique. Mécanique, organique... De quoi il parle? J'y viens. Bande de petits impatients. Alors ce que j'appelle la mécanique de la narration, c'est tout ce qui va englober l'ensemble des techniques narratives qui vous permettront d'organiser vos idées, de découper votre récit en différentes phases distinctes et de donner une structure d'ensemble semblable à un squelette. Vous vous rappelez sans doute du fameux schéma narratif que l'on a tous vu à l'école. Ça par exemple, c'est une technique narrative que l'on utilise en termes de mécanique pour pouvoir construire une histoire. Mais ça ne fait pas tout.
Et alors tout cela, du coup, permet d'assurer la cohésion de votre univers et de préserver la compréhension générale du spectateur tout au long de votre histoire. La mécanique, ça tient du rationnel. Mais l'écueil majeur que beaucoup de scénaristes percutent, c'est de justement rester trop ancré dans cette mécanique. Et c'est justement là que le problème survient. J'entends par là que, à trop s'enfermer dans une vision mécanique de la narration, l'on finit très vite par bien simplement venir cocher des cases lors de l'écriture du scénario, dans le but de correspondre à des codes que l'on a déjà vus maintes fois dans d'autres œuvres de fiction qui l'ont précédé. Et hélas, en résulte une histoire qui peut paraître générique, dénuée d'originalité, voire même atrocement creuse, seulement constituée d'un squelette, sans rien d'organique autour. En résulte alors un récit épisodique, haché, creux, comme si on avait agencé des boîtes les unes à côté des autres et qu'on avait appelé ça une histoire. On pourrait alors dire qu'une histoire trop mécanique manque de corps. Oui, ces lunettes n'ont qu'une branche, oui. Je vous avais dit que Scénarurgien, ça payait pas des masses. Et c'est à ce moment précis, mesdames et messieurs, que la dimension organique de la narration fait son entrée lors d'une transition des plus fabuleuses. Qu'est-ce que c'est que la dimension organique de la narration? Dites-nous tout. Eh bien, pour rester dans la métaphore du corps... il n'y a plus de branche du coup. Alors la dimension organique de la narration, c'est justement ce qui va amener ce corps à cette histoire. Qui va faire que, cette dernière va devenir vecteur d'émotion. On va se sentir dedans, on va être pris dans l'histoire. Comme je vous l'ai dit, on a tous eu ce moment dans un film, ou en lisant un roman, ou devant un jeu vidéo, ou quoi que ce soit, où l'on se met à avoir de l'empathie, voire même de l'antipathie, pour un personnage à tel point que l'on peut être ému par la situation qu'il traverse. Ce qui est amusant d'ailleurs, vous trouvez pas? Car cette dernière n'est pas réelle du tout. Mais pourtant, en qualité de spectateur, on la vit comme si c'était naturellement tout comme. A contrario de la mécanique, qui est liée au rationnel, comme je vous l'ai dit dans la partie précédente, ici, la dimension organique de la narration est liée à l'émotionnel. Alors si on reste encore dans cette métaphore avec le corps qui représente l'organique et le squelette qui représente la mécanique de la narration, on peut vite s'imaginer que construire simplement un récit uniquement autour de la dimension organique, ça mènera pas bien loin non plus. Parce qu'on risque fort de finir avec un amas émotionnel sans structure propre, sans cohésion, principalement incompréhensible pour tous, même parfois par son auteur. Et je peux vous dire que ce serait un sacré bazar si on structure pas un petit peu tout ça. Mais alors, quelle est la solution ? Eh bien, figurez-vous que l'on touche du doigt le plus grand défi des auteurs, des scénaristes, bref, tous ceux qui écrivent des histoires. Arriver à concilier les deux, la mécanique et l'organique. Alors puisque depuis le début je vous parle un peu en métaphore, en voici une autre, c'est gratuit. Voyez un peu les auteurs comme des sportifs de haut niveau. En effet, lorsque l'on observe des grands sportifs, tout paraît simple, tout paraît facile, comme si leur corps bougeait naturellement, sans réel effort de leur part. Mais la réalité n'est pas aussi simple. En effet, ils connaissent tellement l'ensemble des techniques complexes qui constituent leur sport que cet aspect est devenu invisible aux yeux du public, qui ne voit plus que la beauté du geste. Parce que tout en utilisant toutes ces petites techniques narratives les unes à côté des autres, il faut arriver comme ça à maintenir l'illusion que les personnages agissent selon leur bon vouloir et que tous les événements qui se produisent dans l'histoire ne sont que le fruit du hasard. Alors qu'en réalité, c'est lui qui derrière tire les ficelles. Alors tout ça, c'est bien beau, vous allez me dire, mais... pourquoi tout ça en fait? Pourquoi cette chaîne YouTube? D'une manière générale, l'art de raconter des histoires est plus ou moins perçu comme par exemple les mathématiques, le droit ou l'informatique, ou d'autres domaines dont les arcanes semblent être trop vastes pour nos cerveaux que l'on estime trop petits. Vous savez, on a tous dit cette fameuse phrase « Oh, ce genre de truc, on sait ou on sait pas », en haussant un peu mollement les épaules, un peu déçu au fond d'avoir renoncé aussi vite, sans avoir essayé de la bonne manière. Sauf que justement, d'un point de vue personnel, je ne partage pas cette idée générale. Je pense fermement que raconter une bonne histoire est à la portée de tout le monde, et que chacun est pourvu d'une imagination débordante qui ne demande qu'à avoir les bonnes clés pour déverrouiller les bonnes portes. Et c'est justement le but général de cette chaîne. En premier, ça va être de montrer qu'une histoire, c'est pas simplement une machine froidement mécanique où il suffit d'appliquer des concepts les uns à la suite des autres pour pouvoir avoir une bonne histoire. Non, ce n'est pas ça. C'est bien un corps qui évolue naturellement et où il faut y mettre des émotions dedans.
Après, le deuxième point, ça va être de traiter la narration comme une forme d'artisanat fondée sur des techniques flexibles et adaptables à votre sensibilité personnelle. Vous, l'auteur. Et enfin, en troisième point, qui n'est pas des moindres, ça va être de combiner les deux points cités plus haut. Oui, certes, vous allez me dire, ils sont contradictoires. Et c'est justement là le plus grand défi des scénaristes. Mais alors du coup, à qui s'adresse pareille chaîne YouTube, allez-vous me dire? Sacrée question, c'est vrai. Bien que je n'ai pas la prétention de me limiter à un public plus ou moins élitiste ou d'être le gourou du scénario, ne sais-je, je pense pouvoir dire toutefois que mon contenu résonnera chez les personnes qui, comme moi, aiment raconter des histoires. En effet, c'est une passion que je cultive depuis des années et j'ai enfin décidé de franchir le pas et partager cela au travers de ces vidéos semblables à des tutoriels sans prétention. Alors que vous soyez auteur débutant, scénariste en devenir, maître du jeu d'une table jeu de rôle, ou que vous aimez juste inventer et raconter des histoires, ou même tout simplement désireux de comprendre comment ça marche en coulisses, eh bien c'est parti pour faire un brin de route ensemble. Alors, cela pourra vous paraître un petit peu contradictoire avec tout ce que je vous ai dit juste avant, mais une bonne histoire, c'est avant tout une histoire qui plaît à votre premier public. Et votre premier public, c'est qui, vous allez me demander? C'est vous, l'auteur, celui qui crée l'histoire. Parce que si vous n'y croyez pas à votre propre histoire, personne n'y croira alors dans ce cas-là. Une bonne histoire, c'est ce qui vous plaît en premier. Je suis scénarurgien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et ben voilà, c'était pas si terrible. Comment on clôt la vidéo? Oh, quelle horreur. Introduction, conclusion. Introduction, conclusion. Oh, je vais juste sortir du cadre en fait, voilà. Je vais juste sortir du cadre, ne vous en faites pas. Du coup, à la prochaine vidéo. Des gros bisous. Abonnez-vous. Voilà. Ah. Hé hé.